On déroule un voile. On accorde les instruments. On acclame. Tout est conforme, sauf la mariée. Les chroniques racontent la cérémonie où un jeune esclave choisi pour sa ressemblance avec une femme morte fut castré voilé, nommé du nom de l'épouse disparue, puis présenté à Rome, comme si le deuil pouvait se remplacer par un rituel. En moins de 30 minutes, vous verrez comment le pouvoir transforme un corps en symbole, un nom en ordre, et pourquoi 3 objets, un laurier, un couteau, un voile, suffisent à comprendre tout le mécanisme. Restez jusqu'à la fin. Elle, image qui demeure N, a pas quitté les livres depuis 2000 ans. Il existe des cérémonies que l'histoire n'aurait jamais cru écrire. On y voit un voile nuptial, une procession, des musiciens, des acclamations. Tout paraît conforme à la tradition, sauf un détail. La mariée n'est pas celle qu'on attend, et peut-être n'est-ce pas une mariée au sens où on l'entend. Ce jour-là, à Rome, l'empereur, maître des jeux et des peurs, organise un mariage où le pouvoir se sert du corps, comme dé, un théâtre et dé, un symbole. Les chroniqueurs le racontent chacun à leur manière. Ils n'emploient pas les mêmes mots, ils ne jugent pas avec la même sévérité, mais ils s'accordent sur la scène essentielle. Un jeune esclave choisi pour sa ressemblance avec une femme morte, castré voilé, nommé du nom de l'épouse disparue, présenté au peuple, comme si le monde pouvait accepter qu'on remplace un deuil par un rituel. Avant d'entrer dans la salle où l'on a tendu les tentures de pourpre, écoutez la préface qu'on ne dit pas à voix haute. On raconte que l'empereur aimait une femme dont l'image, après sa mort, ne quitta plus sa tête. On raconte que le palais avait appris à respirer au rythme de ce nom, et qu'une fois la lumière éteinte, l'empereur cherchait dans chaque silhouette un écho. La Rome impériale n'était pas une ville de silence, c'était une ville de rumeurs. Et la rumeur transforme un chuchotement en certitude avec une vitesse que seule la peur s'est imposée. Ainsi, lorsqu'un visage ressemblant fut aperçu, quelqu'un osa murmurer que la ressemblance pouvait devenir solution. On ne discuta pas longtemps. À la cour, les gestes voyagent plus vite que les scrupules. Le garçon s'appelait autrement. Les chroniqueurs lui donnent des noms qui varient, mais ils s'accordent sur l'essentiel. Il fut pris, préparé, transformé pour entrer dans un rôle qui ne lui appartenait pas. On ne fit pas grand bruit autour de l'acte qui changea son corps. Un chirurgien, une salle fermée, quelques témoins qui apprennent à ne jamais être là. On ne parle pas de douleur, on parle d'utilité. Le palais l'habille, lui enseigne des gestes, un maintien, une façon de porter la tête. On lui impose un nom qui n'est pas le sien, celui de la femme disparue. La cour n'aime pas les remplaçants, elle aime les illusions parfaites. Le jour venu, on déroule le voile. Des acclamations bien réglées accompagnent la cérémonie. Les musiciens savent où s'interrompre, les prêtres où poser les mains, les gardes où fixer leur regard. L'empereur avance. Il ne regarde personne. Il regarde un souvenir. Quand l'anneau glisse sur un doigt qu'on a voulu réinventer, Rome comprend qu'elle n'assiste pas à un simple caprice. Elle assiste à un message. Le message dit que le pouvoir peut défaire et refaire les rôles. Q, une personne peut être rebaptisée pour que le monde obéisse à la mélancolie. D, un seul. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de scène. On a dit que le peuple avait ri. On a dit qu'il avait applaudi. On a dit qu'il avait eu peur. Personne ne sait exactement la proportion. On sait seulement que la ville, à partir de ce jour, regarda le couple impérial avec une attention déchirée. Certains y voyaient l'excès d'un règne qui confondait le privé et le spectacle. D'autres y voyaient l'apogée d'une Rome où tout finit en représentation. Dans les rues, on se transmettait la rumeur comme on se transmet une chanson. On chuchotait le nouveau nom imposé aux garçons. On détaillait la couleur du voile. On exagérait la splendeur des couronnes. Les chroniqueurs, eux, fixèrent l'essentiel, la substitution. La vie du palais suit ensuite 2 lignes, l'apparence et la discipline. L'apparence exige que tout soit fait comme si. On sort en public, on fait place à la mariée, on salue, on répond, on distribue des regards appris. La discipline, elle, exige que personne ne déroge à la version officielle. Le garçon n'est plus un garçon,
Il est un rôle. On lui montre comment imiter jusqu'à la façon de se taire. Les serviteurs, les eunuques, les maîtres de cérémonie, tous comprennent qu'un faux pas peut devenir un crime. À la cour, la vérité n'est jamais plus dangereuse que lorsqu'elle est familière. Il faut imaginer les couloirs du palais comme une école où l'on réapprend à nommer. On n'appelle plus la défunte, on invoque son ombre. On n'appelle plus le garçon par son nom de naissance, on impose le nom qui arrondit les angles et calme la fièvre de l'empereur. Dans la salle du triclinium, où l'on dresse des repas qui sont autant de spectacles, on place la mariée, à l'endroit exact où la défunte s'asseyait. On ajuste la lumière pour qu'un profil rappelle un autre. On loue le tailleur qui, sans excès, sait rappeler la ligne d'une robe sans risquer la satire. Car la cour est une bête qui se nourrit de signes. Elle dévore la moindre erreur. La ville, pendant ce temps, multiplie les versions. C'est la façon de Rome de participer à ce qu'on lui interdit. On raconte que l'empereur aurait voulu recréer non seulement un visage, mais une voix, qu'il aurait demandé des chansons qu'on n'osait plus chanter, qu'il aurait, un soir, interrompu une fête pour corriger un geste qui ne convenait pas à la mémoire qu'il vénérait. Les chroniqueurs ne confirment pas tout. Ils notent des épisodes. Ils notent les apparitions publiques, où l'on mène la mariée par la main, où l'on salue au forum, où l'on défie la frontière entre le rire et la peur. Ce mariage n'est pas un événement isolé dans la biographie d'un homme. C'est un symptôme. Il annonce que le pouvoir impérial, au sommet d'une pyramide de décision et de silence, peut tordre les usages, au point de les faire craquer. On ne se contente pas d'un cortège, on expérimente. Le palais devient une scène où le genre, le nom, la fonction sont des accessoires. Et si quelqu'un murmure que la nature résiste, le palais répond par un rite. On dit, on proclame, on ordonne. À Rome, la loi ne suffit pas. Il lui faut des gestes. Le plus étrange dans cette histoire n'est pas la nuit du mariage, mais les lendemains. Car il faut tenir une illusion. Le garçon vit en public. Il ne peut pas toujours se dérober. Il apprend à survivre à l'intérieur d'un rôle. Il sait que la moindre plainte serait entendue comme une insulte à la volonté du prince. Alors, il exécute. On l'habille, on le coiffe, on le conduit, on lui apprend où poser la main sur un accoudoir. On lui apprend à ne pas exister en dehors de la version imposée. Il respire dans un costume qui sert un peu chaque jour davantage. Le palais n'est pas un bloc, c'est un essaim. Il y a ceux qui approuvent, ceux qui tremblent, ceux qui espèrent une chute. Certains voient en ce mariage l'occasion de tester la limite de ce que Rome peut avaler. D'autres y voient une blessure ouverte qui finira par s'envenimer. Quand l'empereur se lasse de ce qu'il a lui-même inventé, la cour comprend qu'il faut une suite. La suite sera un autre rituel, une autre cérémonie qui détourne le regard. Le règne survivra par déplacements successifs. Ce qu'on ne peut cacher, on l'éclipse par une nouveauté plus bruyante. Dans les rues, un humour noir circule. On invente des dithyrambes moqueurs, des graffitis. On dit qu'à Rome, rien n'est sérieux longtemps, sauf la peur. Et la peur, justement, fait taire à l'heure où le soleil baisse. Car si l'on rit trop, la plaisanterie peut devenir un acte. Le peuple n'a pas envie d'être convoqué pour expliquer une chanson. Il rentre et garde les blagues pour l'intérieur des maisons. Le garçon, lui, devient une ombre célèbre. Il n'a pas besoin de parler pour exister. Il est un miroir. Chacun, à sa manière, se regarde dans ce miroir et y voit ce qu'il veut voir. La décadence, la folie, la douleur, l'obéissance, la ruse. Le palais découvre qu'il a créé un symbole qui lui échappe, car un symbole devient dangereux quand il peut s'interpréter sans fin. Un soir, la procession traverse un péristyle plus sombre que d'habitude. On a éteint quelques lampes, par économie ou par prudence. L'empereur marche devant, la sas, la mariée, suit. Une pierre mal fixée, un silence qui dure trop, un garde qui détourne la tête. Dans ces interstices, la vie réelle remonte, comme une eau souterraine. On entend un éclat de voix qui n'était pas prévu. On croit à un incident. On croit à une plaisanterie. On se souviendra seulement d'un frisson qui abîma pour un instant le vernis du spectacle. Les chroniqueurs, plus tard,
raconteront le destin du garçon, après la chute de celui qui l'avait choisi. Les noms encore varient. Les interprétations se multiplient. Certains diront qu'il fut balancé d'un protecteur à l'autre, objet d'un régime qui n'aimait que les rôles bien définis et les applaudissements réglés. D'autres diront qu'il tenta de s'effacer. Quoi qu'il en soit, l'invention impériale, une épouse façonnée pour apaiser un deuil, devint un fardeau que personne ne savait où déposer. Car on peut créer une scène. On peine à ranger son décor sans laisser de débris. Reste la question qui brûle. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il remplacer ? Pourquoi fallait-il rabattre une absence sur un rituel ? Les chroniqueurs proposent des raisons. Passion, folie, politique. On peut se passer d'explications. Il suffit de regarder ce que ce geste produit. Il produit un monde où le vrai et le jouet cohabitent au point de se confondre. Où le pouvoir, pour se prouver à lui-même qu'il peut, choisit la cible la plus intime, le corps, et la baptise selon sa volonté. Ce n'est pas une anecdote, c'est une méthode. Ce mariage dit au peuple « Rien ne nous échappe, pas même les rôles que la nature a dessinés. » C'est un discours plus efficace qu'un édit. Et si le peuple en rit parfois, c'est pour endurer ce qu'on lui présente. On peut rire et obéir dans la même journée. Rome a inventé cet art. Vous vous souvenez du voile ? Il revient à la fin. On le plie, on le range dans un coffre. On note sur un inventaire un tissu qui n'est pas un tissu comme les autres. On referme, on scelle. Mais rien ne se scelle tout à fait. Le récit qui a couru ce jour-là continue de courir pendant des années jusqu'à ce que les chroniqueurs, inquiets ou fascinés, l'inscrivent dans leurs livres. Et lorsqu'ils ferment leur rouleau, c'est nous qu'ils regardent. Parce que ce mariage, si on le dépouille des rires et des sarcasmes, pose une question dont on ne sort pas facilement. Jusque où un règne peut-il inventer pour ne pas renoncer ? La réponse tient dans une image. Un laurier impérial posé à côté d'un couteau trop discret. Entre les deux, un nom qu'on a pris. Si vous retenez ces trois choses, laurier, couteau, nom, vous comprenez le mécanisme. Le laurier, c'est le pouvoir qui aime se voir. Le couteau, c'est l'outil qui lubrifie la machine. Le nom, c'est la promesse qu'on vole pour faire croire que rien n'a changé. Rien n'a changé, dit la cérémonie. Mais tout a basculé, écrit l'histoire.